de nos émotions. Dès l'âge d'or grec, le champ des émotions a été négligé, sinon disqualifié, par l'ensemble des disciplines se réclamant du logos, la raison. Dans sa quête de la sagesse, le philosophe aspire à atteindre une égalité d'âme, une tranquillité, une sérénité d'esprit, incompatible avec l'expression de nos tumultes intérieurs. Dans sa recherche de la vérité, l'historien doit, selon Thucydide, se détourner de l'émotion car celle-ci vise à créer une certaine impression relevant de la fable, de la parole séductrice et trompeuse. Je vous ferai remarquer que cette opposition entre vérité et émotion, d'ailleurs, demeure vivante et est reprise quasiment mot pour mot à l'égard des polémiques entourant les fake news et la manipulation de l'opinion publique aujourd'hui. Mais si les émotions ont été dévaluées, écartées dans la tradition occidentale, c'est parce qu'elles pouvaient nuire au rayonnement de la raison. Pour rester ferme et assuré, la raison ne devait pas être contestée, et tout ce qui menaçait le sens du jugement et du discernement du sujet pensant était rejeté, exclu à l'extérieur d'elle. C'est l'hypothèse dualiste héritée de Descartes d'une séparation du corps et de l'esprit. Or, les émotions semblent entretenir un entre-deux coupable en faisant l'ascenseur entre le corps et l'esprit. Souvent floues, versatiles, instables, elles seraient, nous souffle la tradition, mauvaises conseillères. Prenons l'exemple de la peur. Elle peut certes nous permettre d'échapper à un danger imminent, mais elle peut aussi provoquer des réactions, des mouvements de panique aux conséquences désastreuses. Bien qu'il faille compter sur quelques exceptions notables, comme le philosophe des affects Spinoza ou le penseur politique de la liberté Machiavel, le prestige de la raison s'est construit en partie sur le déni de la place et de l'influence de nos émotions. Au XVIIIe siècle, la raison triomphe sous l'influence des Lumières et devient synonyme d'émancipation politique, de progrès humain, social et scientifique. Au XIXe siècle, avec les révolutions industrielles et le courant positiviste, la foi placée en la science semble inébranlable. Pourtant, dans le même temps, un courant artistique, le romantisme, exalte les émotions, les sentiments. Et par une curieuse ironie dont seule l'histoire a le secret, tout se met alors en place pour que les émotions soient réhabilitées à l'endroit même où elles avaient été répudiées, la raison et la science. Au XIXe siècle, le biologiste Charles Darwin, théoricien de l'évolution des espèces, amorcera ce travail dans son ouvrage « L'expression des émotions chez l'homme et l'animal ». D'après lui, si l'émotion constitue une survivance archaïque, elle jouerait pourtant un rôle essentiel pour le bien de l'humanité. Les émotions seraient des actes manqués, des actes expressifs, des postures instinctives, vestiges d'actions qui n'auraient plus besoin d'être menées jusqu'à leur terme. Autrement dit, nos émotions seraient des actions imaginaires. Le dégoût ressenti devant une œuvre d'art abjecte viendrait par exemple d'un temps où l'on régurgitait les aliments impropres à la consommation. Charles Darwin décèle dans nos émotions une forme de langage universel permettant aux hommes de communiquer et de coopérer rapidement, grâce notamment aux traits expressifs du visage. Cette hypothèse, que l'on qualifie d'organiciste, c'est-à-dire que tout se passe dans le corps, c'est un processus biologique commun à tous, connaîtra ensuite de nombreux prolongements. Le philosophe et psychologue William James ira dans le même sens que Darwin, puisqu'il accordera à la fin du XIXe siècle le primat au corps dans la vie de nos émotions. Pour lui, l'émotion est suscitée par une réaction corporelle, un changement de rythme cardiaque, une accélération de la respiration, un rougissement susciteront l'émotion associée. Ainsi, si l'on se fie à cette hypothèse, face à une situation de danger, je commencerai d'abord à courir très vite, grâce à la décharge d'adrénaline, et je réaliserai ensuite, lorsque je suis à l'abri, que j'ai eu peur. Pas d'émotion sans ancrage corporel donc. Ce qui n'est pas sans analogie avec certaines méthodes de jeu, où l'acteur ne va pas chercher l'émotion à l'intérieur de lui, mais où il va chercher à susciter d'abord la réaction physique associée à l'émotion, comme se forcer à pleurer,
lorsqu'il veut afficher et montrer sa tristesse. Toutefois, lorsqu'il pleure, il risquera fort de provoquer des pensées tristes. Je ne pleure pas parce que je suis triste, je pleure, donc je deviens triste. Chez Charles Darwin ou chez William James, la gamme des émotions envisagées demeure restreinte. Et le psychologue Paul Ekman a proposé en 1977 une classification d'émotions universelles que l'on retrouve sous une forme simplifiée, certes, dans le film de Pixar, Vice Versa, où peur, colère, dégoût, tristesse et joie cohabitent au sein de la petite fille Riley et l'accompagnent dans son quotidien et les épreuves qu'elle doit surmonter. Ces émotions, nous dit Ekman, sont détectables par chacun et partout dans le monde, car elles actionnent en nous les mêmes expressions faciales, quelle que soit notre origine culturelle. Saurez-vous, à votre tour, les reconnaître? Très bien. Pour la petite histoire, Ekman a mis ses talents au service du FBI et de l'Agence aérienne de sécurité après le 11 septembre 2001 pour former des experts à la détection des mouvements faciaux et leur permettre de repérer les menteurs, les dissimulateurs. Ce qui a d'ailleurs inspiré une série, Lie to Me, où Tim Ross résout des affaires criminelles en appliquant cette même technique. De Darwin à Ekman, la réhabilitation des émotions fut engagée, mais pas achevée. Les émotions dites sociales, comme la honte, l'orgueil, l'envie, la sympathie, qui présentent une complexité accrue par rapport aux émotions primaires, la peur, le dégoût, la joie, ont suscité peu d'enthousiasme dans les sciences sociales, plus intéressées à dégager des lois sociales, c'est-à-dire des comportements qui présentent une certaine régularité et qui soient de ce fait prévisibles. Il a fallu attendre le tournant émotionnel observé durant les dernières décennies du XXe siècle pour que le corps se mette enfin à penser. Dans des champs disciplinaires très différents, le neurologue Antonio Damasio ou la sociologue Harley Hochschild affirment que les émotions opèrent comme des signaux en réponse à des événements intérieurs ou extérieurs venus troubler un certain équilibre interne. La sociologue Hochschild affirme même dans Le prix des sentiments au cœur du travail émotionnel que les émotions sont, au même titre que l'ouïe, la vue, le toucher, un sens. Et peut-être même le sens ultime. Nos émotions nous permettent de prendre conscience de notre rapport au monde, en associant ce que nous ressentons dans notre corps à ce que nous nous attendions à voir. Autrement dit, grâce aux émotions, nous regardons en nous et autour de nous afin de répondre de façon adaptée à la situation et rétablir ainsi l'équilibre menacé, troublé. D'après Antonio Damasio, grâce à des marqueurs somatiques issus de notre mémoire émotionnelle, l'homme est capable d'évaluer un événement, un phénomène, à partir de son passé, à partir d'expériences similaires déjà vécues. Il peut alors anticiper. Les émotions auraient donc une rationalité, puisqu'elles visent un résultat qui ne diffère pas de celui de la raison. Éviter la douleur, certes, mais également tirer avantage et bénéfice d'une situation. Les émotions présenteraient même, ayons l'audace de le penser avec Antonio Damasio, une efficacité supérieure à la raison pure, car elles offriraient un raccourci propice à la prise de décision. Face à certains signaux, je peux avoir la boule au ventre. Et cette boule au ventre peut m'encourager à renoncer à un certain choix. Les émotions augmentent l'efficacité du processus de raisonnement en l'orientant et en l'accélérant. A contrario, on a pu constater chez certains patients victimes de lésions cérébrales affectant la zone du cortex préfrontal qui est associée aux émotions, une incapacité à prendre une décision les engageant personnellement. Ils perdaient leur travail, ils divorçaient, ils semblaient incapables d'organiser leur temps et leurs tâches. Pourtant, après examen, on s'est aperçu que leur capacité intellectuelle n'était pas endommagée. Ils pouvaient apprendre, mémoriser et réfléchir rationnellement. Par contre, ils ne pouvaient plus ressentir. Ainsi, l'émotion, devrions-nous conclure, est essentielle à l'engagement de soi. Et comme le dit Antonio Damasio, ce qui fait la beauté des émotions,
c'est qu'elle confère la possibilité d'agir intelligemment sans avoir à penser intelligemment.